Merci d'être fidèle au programme de Joliba TV News. C'est l'heure de votre émission Fait marquant. Vous le saviez sans doute, Fait marquant, c'est cette émission qui donne la parole aux femmes et aux hommes pour nous permettre de comprendre l'évolution de notre continent et de notre pays en particulier. Mesdames et messieurs, bonjour une fois de plus et bienvenue dans cette édition. On en parle encore aujourd'hui. On va parler de l'Afrique, ce gros continent, plus gros que la Russie, même si les cartes pensent de nous faire penser. Même si les cartes veulent nous faire croire autrement. Du 12 au 22 novembre 2023, à Conakry a accueilli les têtes de gondole du panafricanisme africain et de sa diaspora dans le cadre du Festival international panafricain de Ngekok, festival qui regroupe chaque année des centaines d'acteurs d'Afrique et de la diaspora autour de l'idéal de solidarité et d'unité africaine. L'objectif est de créer un cadre diplomatique de concertation, d'action en faveur de l'unité du continent pour son développement. L'un des fers de lance du panafricanisme, le Mali était au rendez-vous alors que quel message, nos ambassadeurs ont porté aux frères africains et de la diaspora. On en parle dans votre émission Fait marquant avec aujourd'hui Fotigui Samaké. Fotigui, bonsoir. Bonsoir, Guinée. Bienvenue dans l'émission Fait marquant. Merci bien. Alors, Fotigui Samaké, connu sous le surnom de Pape Niamé, vous êtes coordinateur du mouvement Yerawolo, debout sur les remparts de la commune 6 de Bamako et ambassadeur du Festival international panafricain de Ngekok au Mali, 8e édition du Festival international panafricain. Alors, déjà, comment s'est déroulé le festival, cette 8e édition délocalisée en Guinée? Bien. D'abord, je tiens à saluer les auditeurs et tous ceux qui nous regardent. Et le festival s'est passé très bien, notamment en Guinée-Conakry, et dans un climat vraiment très bien. D'accord. Dans une atmosphère festive, à l'image de l'Afrique. Effectivement. Alors, est-ce que c'était la première participation du Mali à ce festival? Non, depuis le début, le Mali participait, notamment à travers notre camarade Keba Diallo. Et nous étions au 8e édition cette année. Et moi, j'ai commencé à participer l'année passée. Et on m'a désigné comme ambassadeur du Festival international panafricain d'Ngéok l'année passée aussi. Voilà. Mais c'est à travers le camarade Keba qui participait depuis la première édition. Voilà. Alors, nous sommes curieux de savoir votre première participation, déjà ce titre honorifique d'ambassadeur du Mali de ce festival qui quand même réunit la crème du panafricanisme. Absolument. Ça demande de la détermination et de la conviction. Quand on est convoqué pour une cause, voilà, on peut relever les défis. Donc c'est pourquoi le choix a été porté sur ma modeste personne et on a informé mon organisation et c'est à travers l'organisation que j'ai su que voilà, j'ai été désigné comme ambassadeur du Festival international panafricain de Ngéok. Et il était à ma charge maintenant de démarcher toutes les organisations panafricaines du Mali et voilà, de leur donner et de leur dire les idées auxquelles le festival se fait face et pour pouvoir former une délégation au nom du Mali et aller représenter le Mali. D'accord. Et ce qui s'est fait. Et cette année, combien de participants le Mali a présenté à l'édition? Cette année, on a eu 4 personnes à travers moi pour représenter le Mali. Et vous n'êtes pas sans savoir que les conditions du voyage du Mali et de la Guinée sont extrêmement difficiles. Et actuellement, on est confronté à beaucoup de difficultés. Et c'est ce qui a fait que voilà, nous nous sommes déplacés avec une modeste personne, 4 personnes. À travers, il y avait camarade Adjaratou, qui était la chargée d'organisation du comité ici. Et il y avait le camarade Sengo Sissoko, il y avait le camarade Mamadou Fane aussi également. Et il y a d'autres personnes qui ont participé au festival aussi, qui n'étaient pas dans la délégation, mais qui sont aussi maliens et qui ont jugé nécessaire de voyager à leurs frais et de faire tout à leurs frais pour pouvoir honorer aussi les défis qui étaient à la charge du Mali. D'accord, ça c'est bon à prendre. Alors, l'Afrique compte de nombreux festivals du genre qui réunissent les panafricains. Alors, qu'est-ce que le festival de Guinée a de plus à offrir aux Africains?
D'abord, je tiens à édifier quelque chose. Et c'est l'année passée, à travers ma modeste personne, que j'ai jugé nécessaire de dire à l'Assemblée, lors du festival passé, que le festival est un cadre vraiment actuellement international et ça ne doit pas rester seulement au Sénégal. Le festival a été organisé par une organisation Jeunesse interconnectée et fusionnée d'Afrique du Sénégal, notamment à Ngihok. Ngihok, c'est une ville du Sénégal qui est à 60 km de Dakar. Et chaque année, depuis la première édition, tout se faisait là-bas. Maintenant, on a jugé nécessaire de délocaliser pour la première fois dans d'autres pays. Et c'était la toute première fois que voilà, la délocalisation se fait. Donc, du coup, on a été en Guinée-Conakry pour cela. Maintenant, le Mali a participé pleinement à travers notre délégation. Et vraiment, je tiens à saluer les camarades pour non seulement leur détermination et pour leur dévouement pour la cause africaine. D'accord. D'accord. Alors, je disais, je vais reprendre la question. Okay. Qu'est-ce que ce festival a de nouveau? Qu'est-ce que ce festival apporte que les autres? Effectivement, c'était ça la question. Quand on parle de festival, les gens pensent seulement à des festivités. Et autour de ce festival, il y avait des conférences de presse, il y avait des formations idéologiques. Parce que en tant que jeune, souvent, il est bon d'être non seulement conseiller, mais de former aux idéaux du panafricanisme, parce qu'il y a des principes auxquels le panafricanisme a adopté pour enfin aboutir à l'unité africaine. Et il y avait tout ça. Il y avait aussi des prestations artistiques, comme le nom l'indique, c'est un festival. Il y avait aussi des prestations artistiques et il y avait aussi des débats. Et il y avait des tables rondes, il y avait des arbres à palabre, voilà, comme voilà, les Blancs disent. Mais chez nous, on dit Yiriba Korobaru. Voilà, donc. Toguna, voilà, donc Toguna, c'est ça un peu l'idée. Mais quand on dit l'arbre à palabre, c'est pas que voilà, les gens se retrouvent sous un arbre et se bagarrer ou bien voilà, parler des choses inutiles. C'est pas ça du tout. D'accord. Voilà. D'accord. Déjà, qui étaient les formateurs lors de cette conférence? Il y avait beaucoup de formateurs. Notamment, il y avait le représentant de BRISC dans l'Afrique de l'Ouest. Son adjoint était président. Omolo Dong était présent. Il y avait aussi des chercheurs. Il y avait des enseignants de l'université qui étaient spécialistes souvent des questions d'économie, des questions de langue, voilà, et des questions politiques et des questions de culture, des arts. Voilà, ce sont ces personnalités-là qui constituaient vraiment les formateurs. D'accord. D'accord. Le thème retenu pour cette 8e édition est paix, sécurité et unité en Afrique. Alors, quelles ont été les conclusions de vos différents échanges? Si tu devais le dire en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? En résumé, on a dit actuellement les dynamiques enclenchées par les autorités de l'AIS, notamment le Mali, le Burkina et le Niger, sont des processus à saluer. Donc les jeunes doivent se mettre en œuvre, à pied d'œuvre, pour pouvoir accompagner cette dynamique-là. Et ce n'est pas seulement dans le cadre militaire, mais aussi dans le cadre économique, monétaire, dans le cadre aussi politique. Souvent, nos autorités ont le courage actuellement de prendre certaines décisions qui doivent être accompagnées par la population. Et comment ça doit être accompagné, les jeunes doivent être formés à cela. Donc c'est en quelque sorte les idées, pas seulement ça. Il y a aussi des conditions économiques que j'ai eu à dire. Lors de la conférence de Berlin, ils nous ont imposé des frontières. Donc on a aussi discuté largement sur cela. Et nous-mêmes, on a eu à avoir vraiment des difficultés lors de notre déplacement du côté de notre pays du Mali vers la Guinée. Et il y a aussi des camarades qui ont fait beaucoup de sacrifices, notamment la délégation nigérienne, à travers la zone d'insécurité de 3 frontières. Normalement, ils devraient passer par là-bas, mais ils ont dû contourner la route à travers le Bénin
le Togo, après Burkina et encore le Mali pour pouvoir avoir accès en Guinée-Conakry. Donc c'est extrêmement difficile et on a eu à parler de cette situation. On a même élaboré un mémorandum pour ces différentes autorités. Au-delà de ça, on a interpellé d'autres leaders, que ce soit les leaders politiques, que ce soit aussi les autorités politiques des différents pays de l'Afrique et que la salut de l'Afrique revient toujours à l'unité africaine. Si on ne se met pas ensemble, ce serait très très difficile de nous en sortir. D'accord. Vous avez parlé de l'unité africaine. À la matière, vous aviez célébré plusieurs personnalités, parmi lesquelles vous avez commémoré le centenaire du professeur Cheikh Anta Diop, ensuite du cinquantenaire de Nkrumah Touré, qui est Stocky Karmikaël, voilà, qui s'est rebaptisé Nkrumah Touré à l'honneur de Kwame Nkrumah et de Sékou Touré. Et que représentent ces figures déjà? D'abord, ils représentent tout. Ce sont eux qui ont accepté de souffrir pour l'Afrique. Notamment, prenons l'exemple sur Nkrumah Touré. Nkrumah Touré s'est baptisé, son vrai nom c'est Stokili, mais Michael. Nkrumah avait tout. Il avait tout. Il a jugé nécessaire de revenir en Afrique pour pouvoir se faire face aux défis auxquels nous sommes confrontés et qu'il était convaincu que seule l'unité africaine était la porte de sortir. Il a eu à animer des conférences, il a eu à faire des débats, il a eu à être martyrisé pour cela. Donc ce sont eux qui ont accepté de souffrir pour l'Afrique et seulement parce qu'ils savent que le salut de l'Afrique passera toujours par l'unité africaine. Prenons l'exemple sur Sékou Touré. Le camarade Sékou Touré avait dit la Guinée est un pays où l'impérialisme trouvera sa tombeau. Et il a eu aussi à habiliter beaucoup de présidents africains qui étaient vraiment dans la difficulté, notamment Amilcar Cabral était, voilà. Il y avait aussi le roi Mohamed V. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues en Guinée-Conakry pour pouvoir avoir un refuge et se préparer pour combattre l'impérialisme. Et c'est ce qui a fait que le 22 novembre est fêté en Guinée-Conakry au Také, Guinée-Bissau. Donc il y a beaucoup d'histoires autour de ça. D'accord. Et vous aviez aussi dit dans les coulisses que Modibo Keïta n'était pas en reste. Oui, effectivement, Modibo Keïta n'a pas été marginalisé parce que nous pensons que ce sont ces figures emblématiques qui nous ont vraiment ouvert la voie d'une manière pragmatique. Malgré qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont eu à écrire, qui ont eu à faire des discours, mais ce sont eux qui ont eu le privilège de gérer des États et de pratiquer et de mettre en œuvre les idéaux du panafricanisme. Donc on ne saurait vraiment les oublier durant ce festival. D'accord. Mais est-ce que vous pensez en tant que panafricaniste que les leaders actuels de nos États ont ils pensent comme Modibo Keïta, Sékou Touré et autres, vu l'actualité politique qu'il y a, les petites tensions qu'il y a entre les différences d'écoles, entre guillemets, l'école française et l'école russe. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui... En fait, la seule salut de l'Afrique, c'est de vivre africain. Thomas Sankara l'avait dit. Et aujourd'hui, c'est dommage de voir des hommes influents, des leaders populistes qui s'accaparent des discours panafricains pour pouvoir désorienter le peuple. On ne cesserait de le dire. On a eu à faire des formations pour cela. Et maintenant, les autorités actuelles qui sont là, on ne saurait parler de leurs convictions, mais ce qu'ils arrivent à faire comme gestion, nous voyons seulement que les choses pragmatiques. Donc, il y a eu des choses souvent à soutenir et il y a eu aussi des choses à déplorer. Donc, notre tâche, c'est de différencier ces actes-là et de faire savoir à la population que
voilà, ceux-là qui se battent pour les causes africaines doivent être soutenus. Et ceux-là qui sont là vraiment à tenir des discours populistes doivent être marginalisés et écartés sur la scène politique. Mais nous saluons, c'est comme si l'intelligence de nos trois États, Burkina, Mali et le Niger, qui ont eu vraiment à penser et à mettre en place l'AES. L'AES, c'est le débit, parce que même les États-Unis d'Afrique, ils ont compris. Voilà, ce jeu-là, ils se sont mis ensemble. Ça a commencé à travers 3 pays. Il y a aussi l'Union européenne. Voilà, donc, on ne parlera pas de l'Union africaine, mais nous voulons parler de l'unité africaine, parce que l'unité africaine est différente de l'Union africaine. Voilà. D'accord. Quelle est la différence entre unité africaine et Union africaine? Quand on parle de l'Union africaine, c'est demander aux uns et aux autres de se mettre ensemble. Mais quand on parle de l'unité africaine, ça montre déjà que voilà, nous sommes un. Nous sommes déjà ensemble en fait. Maintenant, il y a des tâches qu'on doit se mettre d'accord pour pouvoir évoluer ensemble. Et l'Afrique est un déjà. Parce que tu ne sais pas que l'Afrique est un, et sauf si tu voyages. Imaginez le Mali et la Guinée, si vous aurez eu à le dire, c'est comme si un poumon dans un même corps. Donc, ce qui veut dire que voilà, le Mali et la Guinée-Conakry, c'est un même pays. Et quand tu voyages vers Burkina aussi, c'est vers Bobo que tu seras que tu es jusqu'à présent, tu es au Mali. Voilà. Quand tu voyages aussi de Guinée vers Guinée-Bissau, tu seras que voilà, tu es dans les mêmes pays. Nous avons le même peuple en fait. C'est la conférence de Berlin qui a mis ses obligations, ses frontières entre nous, les pays africains. Oui, on doit travailler à ce que ces frontières-là soient éradiquées complètement. Donc, on parle de frontières imaginaires. Alors, parmi vos activités, celui qui m'a le plus attiré, connaissez mon amour pour l'Afrique, il s'agit de l'arbre à palabre. Traditionnellement, l'arbre à palabre, c'est un endroit qui... c'est les plus âgés qui sont prioritaires. Absolument. Alors, sous cet arbre à palabre, lors de ce festival, la 8e édition du FIPAN, qui étaient les occupants? Il y avait d'abord plusieurs délégations qui étaient là. Les délégations étaient représentées. Et on donnait la parole à tout le monde de relater les faits et les actualités marquantes de leur pays. Et au-delà de ça, il y avait des personnes âgées et qui venaient nous rencontrer l'histoire auxquelles ils ont eu à traverser difficilement dans les conditions pénibles, leur incarcération pour la cause africaine. Et ils nous enseignaient aussi des contes, ils nous disaient aussi des histoires, ils nous parlaient aussi des livres auxquels nos aïeux ont eu à écrire et les passages qui favorisaient vraiment non seulement l'unité africaine, mais aussi les conditions de vie de l'africanité. Voilà, donc on a eu à parler de tout ça. Et le Mali, à notre niveau, nous nous sommes exprimés sur beaucoup de choses, notamment les conditions de vie de la population africaine et notamment aussi la gestion politique de notre pays et le courage des Africains. Et ce qui est faux d'ailleurs, c'est que l'Occident a tendance à nous montrer que nous n'avons pas de l'histoire. Et tandis que l'histoire, c'est comme si pas seulement l'histoire, l'humanité a été commencée par l'Afrique. Donc du coup, on ne saurait parler de l'histoire sans parler de l'Afrique. Tout à fait. Voilà, donc on a eu à relater tous ces points-là sous l'arbre à palabre. D'accord. Et je vais rebondir sur ces côtés. Cheikh Anta Diop, malgré tout l'effort qu'il a fait pour démontrer scientifiquement déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que sur le côté scientifique, il n'y avait rien à faire. Et la preuve, c'est la conférence du Caire, dont l'année prochaine, c'est déjà les 100 ans. Malgré ça, ce sont les Africains les premiers qui, d'un revers de main, balaient son travail. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce que les panafricains proposent pour changer cet état d'esprit-là? En fait, jusqu'à preuve de contraire, les œuvres scientifiques de Cheikh Anta Diop restent incontestables. Ceux-là qui se mettent à contester cela, c'est non seulement des populistes, mais ils n'arrivent pas à donner des avis contraires. Et il a eu à démontrer efficacement que l'humanité
a commencé en Afrique et jusqu'à preuve de contraire, c'est comme ça. Et puis c'est ça. Même les Occidentaux ont accepté. Les Américains ont accepté. Seulement, c'est déplorable de voir les Africains qui pensent qu'ils sont plus que les Occidentaux, qui sont plus que des impérialistes. Parce que quand on parle de l'impérialisme est la volonté d'imposer sa domination politique, économique et culturelle sur un État sans son consentement. Et il y a plusieurs manières d'imposer sa domination politique, notamment à travers nos confrères, qui se considèrent aujourd'hui comme plus qu'un blanc. Qui, comme j'ai eu à dire à l'entame de mes propos, qui travaillent à la solde de l'impérialisme, pardon. Donc, nous avons ce tâche-là, nous nous sommes donné ce tâche-là, non seulement de leur faire découvrir par le peuple africain et de montrer leur vrai visage à l'Afrique et de montrer à l'Afrique que ce que Cheikh Anta Diop a eu à dire, jusqu'à preuve de contraire, c'est incontestable. Et nous commémorons vraiment et nous rendons hommage à tous nos aïeux à travers le camarade Cheikh Anta Diop et qui ont eu à œuvrer dans ce sens-là. Et c'est ce qu'on on a l'habitude de le faire durant le festival et ailleurs aussi. D'accord. À votre retour au Mali, vous avez dit durant votre séjour, vous avez écrit des mémorandums adressés aux différents gouvernants. Est-ce que vous aviez rencontré ici ceux qui vous ont accompagné? Parce qu'avant votre départ, on a vu sur les différents réseaux sociaux que vous avez été rencontré par des ministres, ce qui veut dire qu'ils ont un œil sur ce que vous faites et ils vous encouragent. Absolument. D'abord, nous tenons vraiment à saluer les autorités maliennes. Ils nous ont vraiment accompagnés à travers le ministre des Maliens de l'extérieur et chargé des questions d'intégration africaine. Il nous a beaucoup conseillé, il nous a beaucoup appuyé. Et à travers le camarade Keba Diallo aussi, je tiens vraiment à lui rendre cet hommage-là. Et c'est un homme dévoué, un homme engagé pour la cause africaine. Et ils nous ont même remis une enveloppe symbolique pour nous appuyer au cours de ce voyage-là qui a beaucoup atténué notre charge. Et au-delà de ça, nos autorités nous écoutent vraiment. Et le mémorandum n'a pas encore été donné aux autorités. Parce que nous sommes venus dans des conditions extrêmement difficiles. On était vraiment épuisés et très fatigués. Et c'est dans cette semaine que nous allons chercher à les rencontrer, à leur remettre les mémorandums et les grandes lignes auxquelles nous nous sommes attelés et les décisions que nous avons prises pour le salut de l'Afrique. D'accord. Vous avez parlé des conditions difficiles de voyage. Absolument. Alors, en global, comment jugez-vous la participation du Mali à cette 8e édition? On a été honorés, mais on a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert. Les conditions de voyage n'étaient pas du tout favorables parce que nous avons voyagé dans les moyens de transport, mais ça fait partie. Nous avons jugé nécessaire vraiment. Nous nous sommes mis dans cette lutte-là pour non seulement l'unité africaine et nous allons accepter tous les défis et toutes les conditions pour pouvoir atteindre nos objectifs. Et maintenant, les conditions de voyage étaient extrêmement difficiles parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'entre le Mali et la Guinée, il n'y a pas des cars, des moyens de transport vraiment efficaces. Il y a des petites voitures de taxi. Et souvent, on est embarqué en 9 personnes. C'est les conditions, vraiment, c'est très, très difficile. Et le Mali et la Guinée-Conakry, quand on parle de la Guinée-Conakry, il y a beaucoup de personnes qui pensent seulement à la frontière parce que la frontière n'est pas loin. Mais quand on parle de la Guinée, quand on parle de Conakry, c'est extrêmement loin. C'est extrêmement. Et puis, la route n'était pas en bon état. Mais maintenant, ils sont à pied d'œuvre pour la réparation. Le côté guinéen ou le côté malien? Le côté guinéen. Donc au Mali, ici, jusqu'à présent, sur le plan infrastructure, il n'y a rien? Non, entre le Mali et la Guinée, jusqu'à la frontière, les routes sont bonnes. Les routes est en bon état. Mais à l'entrée de la Guinée-Conakry jusqu'à leur capitale, les routes n'étaient pas en bon état en fait. Mais maintenant,
Ils sont en pied d'œuvre pour la réparation, la construction de la route, quoi. D'accord. Là, c'est une bonne nouvelle. On espère que les choses vont changer d'ici peu. Surtout, vous avez parlé des conditions de voyage qui est très pénible. Pour ceux qui viennent de la commune 4, on sait quand on va visiter déjà leur lieu d'embarquement, qui est la place de la Guinée, Tchoukoronimi-Para. Absolument. C'est vraiment déplorable. Il faut que cela cesse. Pour la santé des populations des deux pays. Nous voulons vraiment appeler nos autorités et qu'ils s'impliquent assez que voilà, la population, les citoyens lambda puissent vraiment avoir des conditions de voyage acceptables. Oui. Acceptables. Oui. Cela fait partie parce qu'il y a des économies qui sont souvent en jeu au cours de cette route-là. Donc du coup, si les conditions de voyage ne sont pas bonnes, ça décourage. Voilà. Surtout, avant l'économie, il y a le facteur humain parce qu'on sait le Mandé, c'est la majeure partie de la Guinée, il y a un côté de Bamako. Donc ça fait que les familles certaines familles ont un côté en Guinée. Quand il y a des cas sociaux, c'est très pénible. Extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. D'accord. Donc, on va encore parler de panafricanisme, même si on note une bonne participation du Mali, malgré les difficultés, vous l'avez dit. Absolument. Alors, le panafricanisme, aujourd'hui, pensez-vous que le panafricanisme peut se développer dans un environnement occidental que l'administration nous impose? Oui, absolument. Nous avons eu à planifier tout ça. Il y a beaucoup de choses chez nous qui nous permettra vraiment de nous en passer de tout ça. Aujourd'hui, c'est déplorable de nous voir vivre sous les administrations impérialistes. C'est vraiment fort, mais il faudrait le dire tel qu'il est. Nous avons notre manière d'administrer chez nous, bien avant que les colons soient là. On avait notre manière d'administrer et on a notre manière d'exister au sein de notre pays, de notre Afrique. Et il y a beaucoup aussi, à travers la culture africaine, il y a beaucoup de choses qui étaient là et qui faisaient que les gens s'acceptaient, qui faisaient que les gens se donnaient le temps de s'écouter et d'évoluer ensemble. Et notamment, je vais rendre hommage à nos aïeux qui ont travaillé à ce que les Sinanguya, on a beaucoup parlé de ça, les Sinanguya soient là entre les Africains. C'est pas seulement le Mali. On a eu à parler de ça sur l'arbre à palabre. C'est pas seulement le Mali. Quand on est au Mali, peut-être moi je suis Samaké par exemple, je suis mon Sinangou c'est Koulibaly, il y a des Keita, je suis de même descendance que les Sogoba, que les Touré, voilà. Maintenant, quand on part aussi en Guinée-Conakry, c'est les mêmes choses. Quand on part à Burkina, c'est les mêmes choses. Et à travers les Sinanguya, et à travers les Nimoronia, et à travers les Balimaya, il y avait tout ça qui faisait que les Africains vivaient sous vraiment des climats apaisés et qu'on s'acceptait. Et ça, c'est les faits marquants de l'histoire, non seulement de l'histoire et de l'existence africaine. Et si on oublie cela à travers les prises de décision, même dans la justice, on a eu à voir des exemples en Guinée-Conakry, un juge a résolu un problème en fonction du Sinanguya et qui était une litige foncière entre deux villages, mais le problème a été résolu en un clin d'œil. Il s'est accepté et se mettre d'accord et jusqu'à preuve de contraire vivre ensemble. Donc du coup, nous interpellons nos autorités à vraiment accentuer leur regard sur la culture africaine. Et c'est aussi une porte de sortie pour l'Afrique. Vraiment. D'accord. Donc on va espérer que le Sinanguya soit institué comme, pourquoi pas, une journée nationale du Sinanguya, une journée africaine du Sinanguya. Comme tu l'as dit, ici pour la plupart des Maliens, on pense que c'est une culture propre au Mali, mais on va dire que c'est une culture du Mandé. Le Mandé ne s'arrête pas au Mali. Il faut qu'on fasse cette nuance. Il y a beaucoup qui ignorent ça, qui disent que Sundiata c'est les Maliens, Sundiata est Mandinka, mais il n'est pas malien. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous, on se glorifie de Samori Touré. Mais le tombeau de Samori Touré se retrouve en Guinée-Conakry. Donc, Samori, c'était un Africain.
C'était un homme du Mandé. Oui. Voilà, il s'est battu contre la pénétration coloniale. Oui. Donc, du coup, nous sommes le même peuple. Ça revient toujours à ça, nous sommes le même peuple. Ouais. Voilà. D'où l'importance, quand on fait des infrastructures, de ne pas délimiter le Mali et la Guinée Voilà. et de revenir et nous construire une bonne route qui va permettre au peuple de vaguer à leurs occupations et de s'accepter comme tel. Alors, est-ce que vous avez l'impression que la population adhère à cette cause? Parce que quand on regarde, on a l'impression plus que le panafricanisme, c'est un concept, c'est un effet de mode. Mais cette population-là est toujours attachée à ce que l'Occident nous a vendu, si on peut se le permettre. En fait, il faudrait savoir quelque chose, que l'Afrique vivait sous l'emprise du socialisme. Et c'est à travers les impérialismes qui nous ont fait parvenir des théories du capitalisme. Aujourd'hui, on ne parle que de moi, de soi, de nous. Mais dans le cadre du socialisme, on ne parle que la gestion était collectiviste. Donc du coup, l'Africain est toujours comme ça. Mais on régit selon les textes du capitalisme. C'est des côtés à souligner à nos autorités de penser à cela. Les Africains vivent jusqu'à preuve de contraire dans le cadre socialiste. Imaginez au Mali, lors des baptêmes, lors des mariages, lors des événements sociaux, tu vois que les Africains, les Maliens s'acceptent. Voilà. Et pour atténuer les charges sociaux, vraiment, dans l'espère de la population africaine, le panafricanisme est déjà accepté. C'est déjà accepté. C'est pourquoi j'ai parlé de l'unité africaine. Et on ne parlera pas de l'Union africaine parce que nous sommes déjà constitués à un. On est déjà, et on doit œuvrer à protéger ces valeurs-là pour pouvoir nous en sortir. D'accord. D'accord. Déjà, après cette 8e édition du FIPAN, alors est-ce que vous êtes déjà tourné vers une participation, une organisation malienne? Est-ce que les panafricanistes maliens pensent à offrir un événement à l'Afrique? Si oui, lesquels et quand? Oui, comme vous venez de dire à l'entente de vos propos, j'appartiens à une organisation, notamment Mouvement Eraolo Debout sur le Rempart. Notamment bientôt, dans le mois de janvier, nous voulons vraiment faire un congrès panafricain. Et nous allons nous atteler sur beaucoup de sujets, notamment les questions économiques, les questions de langue, et les questions de culture. Et nous comptons vraiment avoir des participants venant des 54 pays de l'Afrique et de la diaspora aussi, des Africains de la diaspora, et pour pouvoir nous atteler sur ces grands sujets auxquels l'Afrique se fait face actuellement. C'est le projet du mouvement Eraolo Debout sur le Rempart. Et il y a d'autres organisations qui organisent pas mal d'activités au profit du panafricanisme. Et je tiens à rendre hommage et à saluer certains camarades qui viennent d'organiser un forum des jeunes du Sahel. Mais il faudrait savoir que l'Afrique ne s'arrête pas seulement au Sahel. Voilà, donc nous devrons aller au-delà de ça. Et au-delà du congrès panafricain, Eraolo est une organisation non seulement panafricaine, souverainiste et nationaliste. Quand on parle de nationaliste, ou de nationalisme, on ne parle pas de nationalisme en tant que Mali, mais nationalisme africain. Et nous rendons hommage à nos aïeux de l'Afrique et nous nous glorifions des acquis africains. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. D'accord. On a vu cette année, en 2023, la situation qui s'est passée en Tunisie, qui fait quoi que jusqu'à présent, il y a 2 Afriques. Et quand on regarde les différentes manifestations, on voit très peu la convocation ou l'apport, la présence des Africains du Maghreb. Qu'est-ce qui explique cela? C'est déplorable, mais il faudrait le mentionner. Les pays maghrébiens ne se voient pas comme des pays africains, malgré que souvent ils arrivent à tenir des discours, souvent pour apaiser, mais les conditions, l'Afrique subsaharienne, les jeunes qui migrent
C'est déplorable. Les jeunes qui migrent vers les pays occidentaux rencontrent toutes les difficultés, notamment dans les terres africaines, dans les pays, voilà, dans les pays maghrébiens. Il faudrait le dire, mais ça c'est une irréalité. Et ils doivent vivre comme nous, ils doivent penser comme nous. Et Thomas Sankara a eu à le dire, comme je viens de te le dire. Vivre libre, c'est vivre africain. Vivre africain, c'est vivre libre. Donc, du coup, quand on pense à cela, on doit penser seulement aux intérêts des Africains et de l'Afrique. Et c'est déplorable, mais il faut le dire tel que les pays maghrébiens aujourd'hui ne se considèrent pas comme des pays africains. Voilà, vous venez de le dire, les pays maghrébins, la plupart ne se considèrent pas comme les pays africains. Est-ce que vous avez déjà essayé de les contacter, essayé de les inviter dans vos différentes activités? Oui, absolument. Lors de l'organisation du festival de la 8e édition, on a eu à faire des courriers, à envoyer des correspondances dans tous les pays africains. Et aussi au niveau de la diaspora, tout le monde a été invité. Mais ceux-là qui ont répondu à l'appel, il y a pas mal de jeunes, voilà, en manière solo, dans les pays africains, dans les pays maghrébiens, qui voulaient vraiment venir participer. Mais souvent, il faudra le dire, les conditions de vie et les conditions financières souvent sont extrêmement difficiles. Mais la prise de décisions politiques des pays maghrébiens, c'est de cela qu'il s'agit en fait. Sinon, il y a des jeunes en solo dans les pays maghrébiens qui sont pour la cause africaine. D'accord. Est-ce que c'est les jeunes maghrébins ou c'est les jeunes ressortissants africains qui sont installés au Maghreb? Non, c'est les jeunes maghrébiens même. Il y a des jeunes maghrébiens qui sont là-bas. Il y a des jeunes subsahariens qui se sont installés dans les pays maghrébiens aussi qui voulaient venir. Mais les conditions de vie. Mais quand je parle que les pays maghrébiens ne se voient pas en Afrique, je parle de les décisions des autorités. Voilà, donc c'est de cela qu'il s'agit. Et nous devrons vraiment redoubler les efforts, comme on l'a eu à le dire. Peut-être nous avons emboîté les pas de nos aïeux, mais l'histoire retiendra que voilà, nous devrons rassembler tout le monde et on va aller vers eux et si possible leur aider à participer non seulement au festival, à toutes les activités panafricaines du continent, et pour pouvoir casser les barrières qui existent entre non seulement les jeunes africains, mais aussi les Africains d'une manière générale. Parce que le festival, c'est aussi ça. Et ça favorise beaucoup l'intégration africaine. Voilà. On a, sur la matière, on a le Maroc qui avait souhaité intégrer la CEDEAO. C'était dans les années 2012 à 2013. Absolument. On a perdu de vue un peu cette actualité. On ne sait pas qu'est-ce qu'il en est avec toutes les crises qu'on a connues. Absolument. Et en tout cas, on espère que le message va être entendu et que bientôt l'unité africaine ou l'union, vous avez dit l'unité africaine sera une réalité. Absolument. Alors, on ne peut pas s'asseoir et se lever de ce plateau sans parler de Ben Le Cerveau, qui est quand même l'un des figures de proue de votre mouvement Yaraoulou Debout sur les remparts. Quel est votre message à son endroit malgré la situation qui s'est passée? La justice a fait son travail. D'abord, c'est de lui rendre hommage. Et malgré qu'il est incarcéré aujourd'hui, il continue vraiment à nous encadrer, à nous donner des formations. Voilà, quand je parle de formations, c'est de nous sensibiliser jusqu'à preuve de contraire, à continuer à aider les autorités de la transition malienne dans ce sens-là. Parce que vu que les postures que les autorités maliennes ont prises aujourd'hui, c'était la lutte farouche du mouvement Yaraoulou Debout sur les remparts. C'était de combattre l'impérialisme sous toutes ses formes. Et quand on parle de l'impérialisme, aujourd'hui, et bien avant aujourd'hui, c'est la France qui imposait des choses sur nous. Voilà, donc du coup, on a eu à déplorer cela, à crier cela. Et aujourd'hui, les autorités du Mali travaillent dans ce sens-là. Ce que nous disions dans la rue, c'est les autorités actuelles qui disent ça dans les instances, dans les institutions. Et on est beaucoup soulagés par rapport à ça. Et nous rendons hommage à lui, non seulement à lui, et
à notre porte-parole principal, Sidiki Kouyaté, aujourd'hui, qui est aussi incarcéré dans les conditions de détention, même s'il n'est pas aussi condamné aujourd'hui, mais il est dans les conditions de détention. Et nous les rendons hommage parce qu'ils ont accepté de se battre pour la nation, pour l'Afrique, pour le Mali. Et Ben le cerveau n'est pas sollicité seulement par le Mali, dans les pays africains aussi. J'avais pas su que camarade Ben était aussi important que ça. C'est au cours de mes voyages que j'ai su. Tout le monde me parle de lui. Tout le monde me dit voilà ce qu'il dit, ce qu'il fait pour l'Afrique. Vraiment, c'est des hommes qu'on doit vraiment je ne dirais pas leur prendre en charge, mais leur soutenir, leur encourager, voilà, par rapport à ce qu'ils font comme lead. Vraiment. D'accord. Donc, cela veut dire que vous y allez très souvent leur rendre visite. Est-ce que vous avez souvent l'habitude d'aller? Oui, absolument. Physiquement, s'il va bien et tout? Oui, physiquement, il se porte très bien. Physiquement, il se porte très bien. Même le vendredi, j'ai quitté chez lui. J'ai été là-bas. Et voilà, il continue et il est vraiment fier. Il est vraiment fier des autorités actuelles de notre pays. Et les gens pensent qu'il y a vraiment des malentendus. Mais cela va de soi. Quand Ben lui-même, il dit ma conviction vaut mieux que moi-même mon âme. Voilà, tu dois savoir que la seule peur que Ben a, c'est d'avoir peur. Voilà, donc s'il n'a jamais eu peur au cours de sa vie, dans ce qu'il fait comme lui, c'est ce que nous sentons. Et vraiment, ce sont nos grands frères dans la lutte. Et on espère que cette situation serait résolue bientôt pour qu'ils reviennent parmi nous, pour qu'on continue de lutter pour la cause africaine et pour le Mali. D'accord. Dernière question pour clore ce chapitre, Yellow. On a vu dernièrement une démission en masse. Un commentaire sur cette action? Souvent, les gens ont l'habitude de dire ça, une démission en masse. Nous ne considérons pas ça comme une décision en masse. Au sein de Yeraolo, il y a seulement 4 personnes qui se sont démarquées. Voilà. Mais les démissions ont été orchestrées d'une manière à ce que forcément les gens vont penser que c'est une démission collective. La première personne a démissionné une semaine après, deuxième, une semaine après, troisième. Donc les gens ont forcément pensé que voilà, chaque semaine, chaque personne, chaque semaine, il y a des gens qui... Voilà. Donc du coup, ceux-là qui ont démissionné, ce sont nos frères de lutte. De toutes les façons, on a eu à cheminer ensemble, on a eu à lutter ensemble dans les jours passés. Si eux, ils pensent seulement que voilà, la lutte ne s'arrête qu'au Mali, et nous pensons que c'est l'Afrique notre cible, en fait. Nous nous battons pour l'unité africaine, comme je viens de le dire. Yeraolo est une organisation panafricaine et souverainiste et nationaliste. Donc du coup, si pour eux, on ne doit seulement soutenir la transition, pour nous, c'est de les accompagner, de les protéger. Voilà, c'est souvent ça. Mais je sais qu'on va se retrouver dans les jours prochains. Voilà, parce que si notre lutte c'est pour le Mali et c'est pour l'Afrique, forcément on va se retrouver. Mais aujourd'hui, même s'il y a des différences idéologiques, demain, ça reste toujours la famille. Voilà, ça reste toujours la famille. D'accord. Avant de terminer, FIPAN 2009e édition, vous en passez déjà. Est-ce que ça a été discuté et qu'est-ce qui sera fait où est-ce que ça va se tenir? Prochainement, nous allons nous retrouver encore en Guinée-Conakry. D'accord. Parce que cette fois-ci, on a vu beaucoup de manquements. Parce qu'il faudrait se profiter de beaucoup de choses en Guinée-Conakry. Parce que Guinée a une histoire très riche dans le cadre de l'unité africaine, dans le cadre du panafricanisme. Et on n'a pas eu assez de temps, faute au financement du festival. Et on a jugé nécessaire encore de redonner la chance aux camarades de la Guinée de se préparer encore plus pour pouvoir accueillir le festival l'année prochaine. On a les grandes décisions qui ont été
prise lors de cette rencontre, c'est qu'on s'est donné cette tâche encore de sensibiliser le peuple africain pour la cause du panafricanisme, pour la cause de l'unité africaine et interpeller les autorités qui doivent vraiment se retrouver au sein de l'AES et encore encourager les autorités qui ont eu à prendre cette décision de l'AES et attirer leur attention sur beaucoup d'autres choses qui peuvent être accompagnées, qui peuvent aussi être ajoutées à l'AES, notamment les questions monétaires. Mais aussi, quand on parle des questions monétaires, voilà, on doit faire énormément attention. Il ne s'agit pas de changer le nom des monnaies. Et les politiques, il s'agit surtout. Il s'agit de changer les politiques, voilà, qui gèrent les monnaies. Donc, on a attiré l'attention des autorités et interpellé beaucoup les autorités africaines à œuvrer pour la cause africaine. Parce que aujourd'hui, les gens pensent que c'est quand on soutient nos autorités actuelles, les autorités transitoire, c'est de soutenir le putsch, c'est de soutenir le coup d'État. Pour nous, c'est pas ça. Nous sommes dans un processus de révolution, en fait. Voilà, quand on parle de la révolution, on ne penserait pas seulement à la démocratie, parce que les mécanismes mis en place par les impérialismes, c'est la démocratie pour pouvoir contrôler l'Afrique. Et on doit penser au-delà de la démocratie pour pouvoir gérer l'Afrique. Voilà. D'accord. Nous sommes pratiquement à la fin. Quel est votre mot de la fin? Un appel peut-être à lancer? D'abord, vous saluer, de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer. Encore, comme j'ai eu à dire tout de suite, appeler la population africaine d'être très vigilant et chercher à aller au fond des discours pour pouvoir discerner non seulement les populistes et les activistes. Parce que quand on parle des activistes, les activistes se battent pour une cause bien déterminée. Et il y a aussi un phénomène qui est là aujourd'hui, des vidéomans, voilà, des activistes, des journalistes, on n'arrive pas à discerner les gens. Mais les gens convaincus pour une cause, ce sont et non seulement les activités et les révolutionnaires. Donc du coup, les discours sont vraiment les discours panafricains. Les populistes se sortent de cela aujourd'hui pour pouvoir berner le peuple. Malgré qu'en âme et en conscience, les populations sont pour la cause africaine. Mais il y a des hommes politiques, il y a des influenceurs, il y a des leaders politiques qui se servent de ces discours aujourd'hui pour pouvoir berner le peuple. Et nous demandons au peuple d'être vigilant. Et nous sommes là pour éclairer lanterne, voilà, pour le peuple africain. D'accord. Merci une fois de plus. Merci bien. Merci d'avoir accepté de venir sur ce plateau malgré l'état un peu difficile de vos déplacements et du séjour. Le plaisir est pour nous. Merci. Merci, quant à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Mais je vais la terminer avec cette citation qui est de Kémy Séba, qui est une citation que vous pouvez retrouver dans son tout nouveau livre « On peut être des toits différents, nous sommes une seule main. Quand nous serons proches les uns contre les autres, nous devenons un point. » Et ça peut faire beaucoup de choses à un point. D'accord. Mesdames téléspectateurs, c'est la fin de cette émission Fait marquant. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie de la première chaîne d'information du Mali.